Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre voix vous a conduit sur plusieurs routes pas toujours enchantées. Vous avez traversé l'Atlantique et plusieurs épreuves avant que vous arriviez à un sommet proche des notes que vous êtes capable de pousser. Bonjour Anne Silla. Bonjour. Bienvenue à Sud Radio, que vous connaissez bien. Merci, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Nous aussi, d'abord, on reparlera bien sûr de votre victoire dans The Voice, de ce nouvel album À nos cœurs, car vous êtes maintenant dans nos cœurs, justement. Et on va évoquer votre carrière à travers des dates, comme on le fait tous les jours. Avec grand plaisir. La première que j'ai trouvée, Anne Silla, c'est le 24 août 2013. C'est votre première télé. Ça se passe à Cagnes, Jazz au Château, et on vous voit avec un groupe, une formation en Haute-Cagnes. Vous en souvenez? Oui, c'est ça. Ça s'appelle Magnétique Orchestra, la formation. C'était mon groupe de jazz. Oui. Et c'est vrai que c'était ma première télé. Voilà. Et Cagnes, d'ailleurs, le premier seigneur de Cagnes, on l'a oublié, c'est un certain Régnier Ier de Grimaldi, l'ancêtre de la famille Régnier de Monaco. Ah oui, d'accord. C'est marrant. Et vous avez chanté ce jour-là cette chanson. Comment vous êtes-vous retrouvée dans ce festival, Anne Silla? Qu'est-ce qu'on avait fait? Alors, je me souviens plus de ce qu'on avait fait pour s'y retrouver, mais je sais que l'histoire de ce groupe est assez jolie. En fait, c'est un groupe qui s'appelle Magnétique Orchestra. C'est un trio. Ils sont trois. Il y a Nicolas Serré, François Galix et Benoît Thévenot au piano. Et en fait, je me souviens que j'allais souvent les voir jouer. À l'époque, j'habitais à Valence. Et eux, ils jouaient tous les mardis soirs à Valence. Et on m'a proposé pour un des festivals proches de Valence, on m'a dit « Anne, t'as une carte blanche, qu'est-ce que tu veux faire ?» et comme j'allais souvent les voir, je leur ai dit « Les gars, ça vous dirait, on essaye de faire une date ensemble ?» Et donc ils me disent oui, et puis en fait tout a commencé comme ça, et on joue ensemble depuis 10 ans, et ils ont encore joué sur mon album aussi, sur À nos cœurs, ils ont joué aussi. Et je crois, Anne Silla, que ça commence aussi à Crest. Il y avait un festival. À Crest, ouais. Vous avez fait un festival là-bas. Ah oui, je l'ai fait plusieurs fois, le festival de Crest Jazz Vocal. En fait, c'est un festival extraordinaire parce que non seulement il y a des super concerts, mais il y a aussi toute la semaine, en fait, une semaine de stage. Et il y a plein de profs de chant qui viennent un peu de tous les horizons. Moi, j'avais eu la chance de faire un stage avec Gilda Solve quand j'avais genre, je sais pas, 18, 19 ans. Et puis j'avais fait aussi un stage avec Roger Letson, qui est un super prof. Voilà. Et à Crest, d'ailleurs, il y a une auberge où est né ou a grandi ou a débuté Philippe Forbrac, qui est aujourd'hui le meilleur sommelier du monde. Voyez. Ah oui, je savais pas ça. Vous m'apprenez quelque chose. Alors, vous êtes né donc un peu plus haut sur la carte, à Valence que Charles Trenet a chanté. Pour des vacances qui traversent la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence. Eh oui, ça, cette chanson, vous la connaissez forcément. Oui. C'est vrai, quand on pense à Valence, on pense à cette chanson, à la Nationale 7. Oui, c'est vrai, Valence, c'est un petit peu le vent. Tout le monde dit qu'il y a du vent à cet endroit-là. C'est vraiment l'endroit où tous les vents passent. Mais moi, j'adore Valence. Enfin, c'est vraiment ma ville natale, alors j'y suis très attachée. Oui, et vous avez connu donc le soleil toute l'année, pratiquement, en grandissant. Oui, ça va, il faisait beau. C'est vrai qu'il fait beau à Valence. Alors, il y a aussi quelqu'un de très célèbre qui a été intronisé au séminaire de Valence, c'est l'abbé Pierre. Ah oui? Oui, l'évêque de Valence, Camille Pic, l'a intronisé le 18 décembre 37. Ah mais là, j'apprends plein de choses aujourd'hui. Alors, votre famille est d'origine, non pas du Midi, mais turque, Anne Silla. Alors, ma mère est française et mon père est d'origine turque, effectivement. Oui. D'ailleurs, je crois que Anne Silla est votre deuxième prénom. Alors, Silla, c'est mon prénom turc, ouais, effectivement. Silla, en turc, ça veut dire... Alors, c'est S-I-L-A, mais normalement, c'est un I sans point. Oui. C'est pour ça que sur l'album, il n'y a pas le point. Et ça veut dire la nostalgie de son pays quand on n'y est pas. Vous parlez un peu le turc, non? Je parle pas trop turc, je chante en turc. Voilà. Alors, vos parents n'ont rien à voir avec la musique. Je crois que votre père est médecin, Anne Silla, et votre mère infirmière. Oui, voilà, les deux s'occupent de la santé. Voilà. Mais votre santé mentale, ils y pensent aussi, car je crois qu'enfant, votre père vous chante des berceuses en s'accompagnant à la guitare. Oui, c'est ça. Et c'est comme ça que j'ai appris un tout petit peu le turc. C'est parce qu'il me chantait des chansons en turc aussi. Et il me chantait des chansons en anglais, en turc, en français. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'il essayait de m'endormir avec mon petit frère, mais ça marchait pas du tout sur moi. Moi, je lui faisais des secondes voix et tout. Et donc, bien sûr, je m'endormais pas du tout. Et votre repère, c'est aussi la discothèque familiale où il y a beaucoup de choses. Il y a Barbara, il y a du Léo Ferré. Moi, j'ai été très fan à un moment d'Alain Leprest, mais c'était beaucoup plus tard. C'est parce que j'avais rencontré un groupe qui s'appelle Évasion et qui m'ont fait vraiment découvrir la chanson française, Gérard Morel, Michel Bernard, avec qui j'ai eu la chance de faire des spectacles.
Ouais, il y avait du monde. Et Alain Leprest, justement, vous aimez cette chanson? Le temps de finir la bouteille, j'aurais touché la double paye, j'aurais acheté un cerf-volant pour mieux t'envoler mon enfant. Alors on dit de lui que c'est le Rimbaud à la voix de clope. Il y a un petit public le connaît, mais c'était un génie, Alain Leprest. Mais je trouve ça dingue qu'il soit pas plus connu. Et je l'ai vu, je sais pas combien de fois, j'ai dû le voir 3 ou 4 fois en concert. Mais c'est quelqu'un qui provoquait les silences, qui arrivait, même les enfants. Je me souviens, la première fois que je l'ai vu, c'était pour un festival, et lui, il jouait dans une sorte de cirque. Et il y avait plein d'enfants, mais de tous les âges, et il est arrivé sur scène, et d'un coup, tout le monde se tait, tout le monde l'écoute. Il est tellement, je sais pas comment dire, il a un charisme et une force qui fait qu'on est obligé d'écouter ce qui se passe. Oui, moi je l'ai rencontré une fois, j'ai constaté sa désespérance. Ah oui, c'est ça. Et d'ailleurs, vous n'avez jamais osé lui parler. Non, j'ai jamais osé lui parler. Je lui ai dit bonjour, je crois. Je crois que je lui ai dit bonjour, mais je n'osais pas faire. Enfin, c'était trop gros pour moi. J'étais juste là et je le voyais en concert. Alors, la musique, je crois que vos parents vous y ont poussé dès l'enfance. Oui, j'ai de la chance. Mes parents étaient fans de musique. Mon père aimait la musique. Ma mère voulait vraiment que j'en fasse. Et donc, on m'a inscrite au conservatoire quand j'étais enfant. Et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai commencé au violoncelle. Voilà. Il y a eu le violoncelle, le piano, le chant. Vous êtes resté des années au conservatoire, Anne Silla? Je crois que je suis restée 15-16 ans au conservatoire. Mais en même temps, c'est une formation exceptionnelle. Ah, c'est génial, le conservatoire. En fait, il y a le côté très rigoureux qui peut parfois, comment dire, qui peut parfois rendre les choses un peu difficiles et les assombrir, parce que c'est un côté très technique, le solfège. C'est difficile de rentrer dans la musique comme ça. Mais par contre, une fois qu'on a appris tout ça, c'est un plaisir et c'est vraiment un honneur d'avoir la chance de pouvoir lire une partition, par exemple. Voilà. Alors, vous êtes passé quand même de Hind, de Alexandre Tarot, qui est un pianiste d'ailleurs, qui a une particularité, il ne ramène jamais de travail à la maison, il n'a pas le piano chez lui, il joue chez les autres. Ah oui, c'est vrai. Et ensuite, il y a eu Céline Dion et l'électro, c'est très varié. Ah oui, Céline Dion, James Blake, j'adore. En fait, je crois que j'ai la chance d'avoir été un peu bercée par tellement de types de musique différents que j'arrive pas à faire mon choix, et ça a été aussi difficile pour moi au début quand je devais faire mes premiers albums, parce qu'on me demandait un peu de choisir et j'avais vraiment du mal. Oui, et le jazz, je crois que c'est un batteur qui vous a un jour poussé à aller dans ce sens, non? Je suis tombée amoureuse, et quand on tombe amoureux, on veut séduire la personne, et c'est vrai que j'étais très amoureuse de lui, et je me suis dit ok, je vais faire du jazz, je vais essayer de faire du jazz. Et évidemment, après ça, je suis tombée amoureuse du jazz. Voilà, parce que ce qui vous frappe, je crois, c'est l'agilité des musiciens, l'improvisation. Vous aimez? Ah, j'adore ça. Dans le jazz, ce que j'aime, c'est vraiment le côté libre. Je pense que comme j'arrivais aussi du classique, justement, où une seule note, on peut la travailler pendant des heures, le côté jazz un peu déjanté, ça m'a fait du bien aussi à un moment. Et votre premier concert n'a rien à voir avec le jazz. Je crois que vous avez fait la première partie d'Hervé Villard. Oui. Comment ça? Alors, j'ai chanté Moi si j'étais un homme. Oui. Et je crois que j'ai chanté I Will Always Love You de Whitney Houston. Je me souviens pas. Je crois que c'est ça. Et en fait, c'était à l'époque, mon oncle connaissait le présentateur qui s'appelle Michel Mandin, qui est extraordinaire. Et il lui avait dit, est-ce que Anne serait intéressée de venir? Mais moi, je me rendais pas compte à quel point c'était gros. Et c'était 1300 personnes. Pour moi, c'était énorme. J'avais 14 ans et ça a été. Enfin, c'était dingue pour moi de faire ça. Et vous ne connaissiez même pas Hervé Villard, je crois. Non, je le connaissais pas. Et le pire, c'est qu'il y a des photos où il est à côté de moi. Et je me souviens que mes grands-parents à l'époque, qui sont plus là malheureusement, mais me disaient oh là là, c'est génial, t'es à côté d'Hervé Villard. Et je me disais tout le long, je m'étais dit ah mais c'est qui ce gars à côté de moi? En fait, je savais pas du tout qui c'était, quoi. Et par contre, j'étais devenue très fan de ces chansons à l'époque. Il y a de quoi. Alors, vos débuts, effectivement, Anne Silla, sont des festivals en plein air qui fleurissent tous les étés. Vous avez fait tout ce qui est possible et imaginable. Ah, j'ai tout fait. J'ai fait les restaurants, les bars, les festivals, les endroits où carrément, je me souviens qu'une fois, on a beaucoup rigolé parce que des fois, on met les musiciens dans des endroits un peu particuliers. Et là, je crois que je chantais vraiment devant un mur. Une fois, on m'a vraiment mise devant un mur et je chantais et les gens étaient à côté. Et je me dis, c'est fou quand même d'avoir fait ça. Et le plus beau, je crois, c'est au château de Grignan où vous avez chanté ceci. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai voiture, je sais que tu m'attends.
Demain dès l'aube, l'un des plus célèbres poèmes de Victor Hugo, dédié à Léopoldine, sa fille disparue qui s'est noyée. Et vous l'avez chanté dans un festival qui s'appelait Hugo en goguette. Oui, en fait, c'est un festival. En fait, le festival s'appelle Correspondance, je crois. C'est un Oui, c'est les festival correspondances tous les ans. voilà, Oui. qui a lieu tous les ans. Et en fait, souvent, ce qu'ils font au Château de Grignan, c'est qu'ils mettent en valeur une pièce de théâtre. Et nous, on jouait en fait pendant les jours off de cette pièce de théâtre. Et donc, on avait joué 10 fois le spectacle Hugo en goguette. Et c'était avec que des personnes que j'adore. C'était dont Gérard Morel, qui est un auteur incroyable. Et alors ensuite, vous êtes remarqué par un garçon qui s'appelle François Moutin. Oui, c'est ça. Il y a un jour, c'est une masterclass. Si vous... Oui, en fait, il est venu faire une masterclass à Valence avec son frère. Les frères Moutin, c'est François et Louis Moutin, qui sont des grands instrumentistes très, très considérés dans le jazz. Et puis je chante, et puis François me dit il faudrait qu'on fasse un projet tous les deux et tout ça. Et puis je dis oui, mais bon, comment on va faire, parce que toi t'es à New York, moi je suis en France. Et il m'a dit t'as qu'à venir à New York. Ah, voilà. Et je me souviens qu'à l'époque j'étais à la fac, j'ai arrêté la fac, j'ai pas prévenu mes parents, pardon papa et maman, mais j'ai fait un peu n'importe quoi. Et puis finalement c'est comme ça aussi que ma carrière a commencé à marcher, quoi. Voilà, et on va continuer à parler de votre carrière à travers une autre date, le 21 février 2015. A tout de suite sur Sud Radio avec Anne Silla. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Anne Silla. Bien sûr, nous parlerons de The Voice All Star. Il y a l'album À nos cœurs dont on va parler, qui est sorti ces jours-ci. Et puis le 21 février 2015, vous ne l'avez pas oublié, ce jour-là, c'est votre première apparition dans cette émission. Ah oui. Vous êtes la 9e candidate de la dernière session des auditions à l'aveugle. Et vous chantez ceci, je crois. Mais quoi que tu fasses, Ouais. l'amour est partout où tu regardes. Un des grands succès de Francis Cabrel, l'un des plus grands. Francis Cabrel qui, je le précise, a débuté grâce à un concours de Sud Radio. Ah bon? Oui, il y a des années, il y avait 400 candidats. Il a interprété une chanson qu'il avait dédiée à Mariette, qu'il avait épousée, Petite Marie. Il l'a gagnée. Et c'est comme ça que ça a débuté. Ah, je savais pas que Comme c'était vous dans avec un Sud concours, Radio. voilà. C'est génial. Et donc, pour vous, c'est les débuts dans The Voice. Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on rentre sur ce plateau pour la première fois, Anne Silla? Ah là, j'étais à cette époque-là, j'avais vraiment pas conscience de ce que c'était la télé. J'avais pas conscience du tout du côté très médiatique. Et puis je sortais d'un moment difficile de ma vie. Et je crois que j'étais vraiment très stressée. Mais je ne savais pas de quoi. En fait, je savais pas vraiment ce qui m'attendait. Donc c'est ça la différence entre 2015 et puis 2021 quand je l'ai refait et que finalement je savais un peu de quoi je parlais. Oui. Mais j'étais très très impressionnée. Et curieusement, 2 fauteuils se retournent, mais pas ceux que vous avez prévus. Oui, c'est ça. En fait, moi, mon rêve, c'était soit Zazie, soit Mika. Oui. Et puis, c'est Jennifer et Florent qui se sont retournés. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai découvert 2 personnes extraordinaires. En fait, je les connaissais pas bien. Je les entendais en radio, mais je connaissais pas vraiment les artistes. J'étais plus proche de l'écriture de Zazie. Et puis, j'aimais beaucoup la musique internationale. Donc, c'est vrai que Mika, j'écoutais pas mal. Et j'ai découvert 2 personnes extraordinaires. Florence est devenue un ami et quelqu'un que j'admire énormément. Et Jennifer, ça a été vraiment que des surprises. J'hallucine de la façon dont Jennifer chante et que les gens ne soient pas au courant qu'elle chante si bien. Et je le dis parce qu'on l'a vu plein de fois en répétition, en balance et tout. Et je crois que c'est vraiment une super chanteuse, quoi. Oui. Et je pense que les gens ne le reconnaissent pas assez. Oui, mais elle a une voix formidable et elle travaille beaucoup. Et vous aussi, pendant ces semaines-là, vous avez beaucoup travaillé. Vous imaginiez pas ce que ça allait représenter, Ah non, Silla? pas du tout. Je pensais, en fait, je m'étais dit, si je passe l'audition à l'aveugle, je suis contente. Et j'avais pas du tout prévu d'aller aussi loin. Et c'est vrai que j'ai aussi rencontré des gens extraordinaires comme ma coach Angie, qui était là, qui a été là aussi pendant The Voice All Stars, qui sont les coachs un petit peu de l'ombre et qui nous font prendre 5 ans de cours de chant en 4 semaines, quoi. Et j'ai appris énormément de choses. Et j'apprends encore des choses. J'ai encore appris des choses sur The Voice All Stars. C'est vraiment une expérience qui est géniale aussi dans ce sens-là, dans le sens où on évolue pendant l'émission, quoi. Alors, Mika dit tout de suite de vous que vous serez une favorite. Vous n'y croyez pas, Anne Silla? Ah non, non, non. Puis moi, en plus, à l'époque, j'ai vraiment pas conscience de ce que ça représente, je crois. Je connaissais pas vraiment l'émission, j'avais pas vraiment la télé. Donc je suis les choses, quoi, au fil des événements.
je suis là, la vie coule à côté de moi et puis j'essaye d'y participer. Alors, vous arrivez en finale, vous êtes seconde et vous n'êtes pas déçue pour autant. Non, pas du tout. Je suis pas déçue et puis je suis très heureuse pour Lilian qui est quelqu'un d'extraordinaire, vraiment une personne que j'adore. Et surtout, heureusement, quelque part que j'ai pas gagné parce que je me rends compte aujourd'hui de tout ce que ça représente. Et j'aurais pas été du tout prête à gagner, je pense. Il y a eu la tournée quand même qui a changé votre vie. Ah, la tournée, c'était génial. La tournée des Zéniths, c'est dingue pour un artiste qui fait des petits restaurants et des petits bars. J'avoue que là, c'est bizarre. Mais ce qui a été beau aussi, c'est qu'on était tous très amis sur cette saison-là. Et on en a vraiment profité de cette tournée. Au fait, comment vous êtes arrivé dans The Voice, Anne-Cyle ? Je suis arrivée dans The Voice. En fait, j'avais fait un concours qui s'appelait les Talents Europe 1. Tout à fait. Avec Thierry Lecamp. Lecamp, c'est bien ça, je crois. Oui, c'est ça. Je fais ce concours et puis je gagne le vote du public. Et donc, il y a une des personnes qui travaille avec Bruno Berberès. Bruno Berberès, c'est le directeur de casting de The Voice. Cette personne s'appelle Émilie et elle m'appelle plusieurs fois en me disant on aimerait vraiment vous rencontrer, on aimerait vraiment que vous passiez au moins une étape. Et puis moi, je suis dans le jazz. Faire une émission télé, c'est vraiment le dernier la dernière de mes envies. Et je refuse plusieurs fois. Et puis à l'époque, j'ai eu des graves soucis de santé qui ont été aussi une période très difficile à vivre pour moi. Et je me souviens qu'Émilie, juste après, donc je sors de l'hôpital, je suis chez moi, et Émilie, juste après, m'appelle pour s'excuser en me disant je suis vraiment désolée, j'avais pas vu que je t'appelais pendant ces moments-là, je t'appellerai plus jamais, désolée. Et en fait, je lui dis non mais Émilie, tu sais quoi, t'as bien fait de me rappeler, c'est maintenant, j'y vais. Et puis je crois que ça a été un peu une pulsion de vie, et puis une pulsion vers quelque chose de totalement différent, et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Oui, alors en plus, si vous ne connaissiez pas The Voice, vous aviez une excuse parce que vous avez passé 3 ans aux États-Unis. Alors, je précise que The Voice USA, ça existe depuis 10 ans là-bas, oui. mais qu'il y a 2 saisons par an. Donc, ils en sont à la saison 20. Ah, c'est vrai que... Ah, ouais là là. C'est fou, hein? Oh, je savais même pas qu'il y avait 2 saisons par an. Alors, donc, vous arrivez à New York avec François Moutin. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, en fait, très vite... Enfin, je suis venue pour faire du jazz, mais très vite, je rencontre des gens de tous les horizons, puisque c'est vraiment ma passion. Et donc, je rencontre notamment un réalisateur qui s'appelle Ray Angry, qui est un pianiste aussi, qui est non seulement un pianiste de jazz, mais qui joue aussi avec tout le monde, qui joue avec Christina Aguilera, Queen Latifah et tout ça, qui joue avec les Roots, et qui me dit il faut qu'on travaille ensemble. Donc là, je commence à écrire des chansons avec lui, et puis finalement, je reviens en France, puis je repars à New York. Et puis c'est difficile parce que j'ai pas de visa, donc j'y vais j'y vais une touriste, en tant que touriste. Et finalement, ce qui est marrant, c'est que j'ai dit à Ray, qui est devenu un très bon ami, je lui ai dit un jour je ferai un album et on le fera ensemble. Et suite à la première émission de The Voice, j'ai rencontré un label qui s'appelle Decca Records, et ils m'ont dit qu'est-ce que tu veux faire, et j'ai dit j'appellerai, et puis j'appelle Ray. et donc on a fait cet album. Il faut savoir que Ray Angry, on le surnomme Mr. Goldfinger. Exactement. Et Vous savez tout. Oui, il a écrit Slow Down Baby de Christina Aguilera, et surtout il a accompagné Robbie Williams, et il a été le directeur musical d'un tribute hommage à Michael Jackson. Oui, il est vraiment incroyable. C'est quelqu'un qui avait exactement ce dont en fait, quand je m'imaginais plus grande, quand je me dis quand je serai grande, je ferai, et ben je me disais quand je serai grande, je ferai comme lui. Parce que la journée, il était dans les studios pour faire des énormes tubes pop pour des très gros artistes. Et le soir, de 2h du matin à 4h du matin, il allait dans tous les clubs de jazz et il s'éclatait avec ses copains en jazz. Et je me disais, ça, c'est vraiment ce que je veux faire quand je serai grande. Alors, vous alliez aussi dans les clubs de jazz, vous jouiez? Oui. Je jouais, j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai rencontré Lou Soloff à l'époque, j'ai rencontré Mike Stern avec qui on a... Un guitariste, oui. Un guitariste, oui. Harry Honig aussi. Harry Honig, le batteur, oui, bien sûr. J'ai rencontré vraiment des gens qui étaient... qui sont aujourd'hui les personnes qui m'ont presque formée, en fait. Parce que le jazz aux États-Unis, dans les bars, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en France. Ah non, ça n'a rien à voir. Comment ça se passe? En fait, aux États-Unis, ce qui est incroyable, c'est que une personne en France qui serait... par exemple, Harry Honig, qui est quelqu'un en France, s'il fait un concert, il y a énormément de monde qui vient, son concert est très cher, et il joue toutes les semaines, le lundi, au Smalls, à New York. Il est payé presque rien.
Et c'est vraiment une sorte de culte, en fait, de venir les voir comme ça, un peu dans leur habitat naturel, qui sont les clubs de jazz aux États-Unis, quoi. Et c'est des gens qui jouent jusqu'à 4h, 5h du matin, alors ils ont une carrière énorme à l'international, quoi. Ça a été le cas de Woody Allen aussi, Oui. qui est allé au bar du Carlyle, je crois, un hôtel, je ne sais Carlyle. pas si vous l'avez vu. Yes, Carlyle, ouais. Le lundi à 20h45, ça coûtait de 25 à 135 $. Ouais. Il jouait et les gens retenaient plusieurs mois à l'avance. Oui, c'est ça. Vous l'avez vu là-bas, non? Alors, je ne l'ai pas vu, mais bon, j'espère peut-être qu'un jour je le croiserai. Et alors donc, vous avez songé à vous installer aux États-Unis à l'époque? Vraiment, j'y ai vraiment songé. En fait, je voulais faire un visa d'artiste, le O1, qui est alors c'est marrant parce qu'ils appellent ça le Alien with Extraordinary Abilities. Donc c'est bizarre comme visa. Je voulais le faire et puis finalement je suis rentrée en France parce que j'avais envie d'écrire aussi, et comme j'écrivais plus facilement évidemment en français, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans l'écriture. Et donc je suis rentrée Pour à la écrire des maison. chansons sans imaginer un jour faire des albums. Ah non, sans imaginer un jour que ce serait si gros. Je pense qu'à l'époque, j'étais encore dans le petit rêve d'enfant, quoi. Un jour, je serai chanteuse. Ouais, et ben ce jour est arrivé et on va en parler avec une autre date, le 27 septembre 2017. A tout de suite sur Sud Radio avec Anne Silla. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie avec Anne Silla, c'est le nouvel album À nos cœurs. Et puis des dates. Et la date que j'ai trouvée, c'est le 27 septembre 2017. C'est un soir au théâtre de Jazet, vous donnez un concert acoustique. Vous vous en souvenez? Ah oui. Un théâtre à Place de la République. C'est vrai, à Déjazet. En fait, c'était je crois que j'étais avec Léo Montana au piano. À moins que je sois avec Romain, mais je crois que j'étais avec Léo pour le Déjazet. En fait, je tournais avec 2 pianistes différents à l'époque. Et j'avais rêvé de faire un concert totalement acoustique, c'est-à-dire vraiment juste piano-voix, comme si en fait j'étais dans un club de jazz, mais le faire dans une grande salle. Et j'ai fait ce spectacle et j'ai vraiment adoré le théâtre des Jazets. C'est beau comme endroit et puis c'est très cosy, c'est très douillet. Oui, c'est là qu'a été tourné un film d'ailleurs, Les Enfants du Paradis de Marcel Oui. Carné. Mm-mm. Et alors, au milieu de ce concert, il y a une surprise. La salle est plongée dans le noir et vous refaites l'audition de The Voice. Ah oui, Anne c'est Silla. vrai. C'est vrai? C'est vrai qu'on a fait ça. Oh là là, mais vous avez déniché des choses dont même moi je me souviens plus. Mais effectivement, on a fait ça. En fait, je me suis dit, comme les gens aimaient beaucoup la reprise de Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai de Cabrel, je me suis dit on va leur montrer ce que ça donne une audition à l'aveugle, puisque personne n'a vraiment vécu ça. Et donc on plongeait la salle dans le noir effectivement à l'époque, et puis je rechantais l'audition à l'aveugle. Voilà. Et le directeur, c'est Jean Bouquin, qui a créé la mode de Bardot à Saint-Tropez. Personnage assez attachant d'ailleurs, parce que quand il aime pas quelqu'un, il le fiche à la porte du théâtre. Ah oui. C'est arrivé un jour. Et il y a mince, j'ai eu de la chance. Oui, alors. un groupe d'Air France un jour qui est venu, il a dit j'ai eu du retard avec Air France dehors. Ah oui, c'est Il n'a vrai. pas pris les spectateurs. Alors, ce concert acoustique, c'est la suite, je crois, d'autres concerts avec une plus grande formation que vous avez fait pendant des mois, Anne Silla. Oui. Après, j'ai fait des concerts. Alors, j'ai eu de la chance. On a été avec une grosse formation. J'avais les choristes qui étaient des choristes que j'avais, qui étaient devenus mes amis dans The Voice, en fait. J'avais un ensemble à cordes aussi, 4 cordes. J'avais évidemment mon groupe avec lesquels on était, donc batterie, basse, guitare, piano. Et puis parfois, je me mettais au violoncelle quand j'étais motivée. Alors, il y avait des tournées qui sont passées par l'Olympia à Paris. Et cette tournée a suivi la sortie de notre premier album où il y a cette chanson. Le monde tourne sans toi, et plus je joue, et plus je perds. Alors, cet album, c'est celui qui a suivi la première édition de The Voice, je Oui, crois, on Anne l'a Silla. fait très rapidement après The Voice. C'est un album où j'ai pas eu vraiment le temps de le préparer, mais donc finalement, les 10 ans que j'avais passés avant, toutes les chansons que j'avais composées, tous les styles que j'avais écoutés, j'ai presque tout mis dans cet album-là. Mais c'est un album qui a été fait rapidement et je pense que j'étais encore jeune dans la façon de préparer un album. Oui, mais en même temps, vous écriviez des chansons sans vous presser. D'ailleurs, je crois que vous n'êtes Non. jamais derrière un bureau. Ah non, et puis il y a même une chanson que j'ai composée le jour où on l'enregistrait en studio, quoi. C'est-à-dire que je suis arrivée en studio et je me souviens, parce que c'était avec une copine qui s'appelle Emmanuelle, et je me souviens que je lui ai dit
Il y a peut-être une chanson que j'ai pas encore composée. Il faudrait que je trouve une chanson. Et puis je l'ai composée là, en mangeant avec elle à midi, quoi, dans le studio. C'était à la Grande Armée, au studio de la Grande Armée. Et je l'ai enregistrée l'après-midi. C'est-à-dire que vous avez fait des chansons depuis l'âge de 17 ans, je crois, dont celle-ci. Je comprends pas très bien. Ah oui, oh là là. Moi, je n'entendais rien, je devais attendre là. Je suis assis tout seul à observer les ombres, à regarder les murs. Alors celle-là, bravo, parce que c'est vrai que celle-là, c'est peut-être la toute première. C'est peut-être la toute première que j'ai composée. Et je l'ai composée avec Nathanaël Bergès. Oui. Mais alors ça date d'il y a, oui, même presque quand j'avais 16 ans, quoi. Ça s'appelle Qu'est-ce que j'ai fait de mal. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, oui. Et à l'époque, vous composiez des chansons pour le plaisir, Priscilla ? Je crois que c'était pour le plaisir. Je crois que je découvrais un peu l'écriture. Et cette chanson-là, en fait, je l'ai composée pour un ami qui avait perdu son père. Mais je suis même pas sûre qu'il sache que j'ai composé cette chanson pour lui, quoi. C'est-à-dire que j'ai composé cette chanson cette année-là. Et puis, on n'en a pas vraiment reparlé. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous écrivez des chansons sans imaginer un jour que vous alliez les interpréter. Non. Je me disais peut-être que je pourrais les donner. Je les faisais sur des petites cassettes, sur des petits CD. Je m'enregistrais et je les donnais à mes parents à Noël ou des trucs comme ça, quoi. Voilà. Et un jour, quand vous avez fait cet album, on vous a dit, mais qu'est-ce que vous avez comme chanson ? Et vous avez dit, bah, tiens, j'ai ça. Ouais, j'ai ça, ouais. Voilà. Ah, j'ai celle-ci, j'ai celle-là. Et puis il y a des gens qui m'envoyaient des textes. Je disais, je vais faire une musique. Il y a une très belle histoire comme ça. C'est une auteure qui s'appelle Norik, oui. Qui est aussi une chanteuse géniale, qui m'a envoyé À la dérive, qui était un texte, et elle m'a juste dit, tu penses quoi de ce texte ? Et j'ai dit, je pense que je vais le mettre en musique. Et puis hop là, on a une super chanson. J'adore cette chanson, c'est une de mes préférées. Justement, on l'écoute. Quand tout me bouleverse, Ah bah dis donc. je vais à la dérive, C'est de la magie. Ah oui. je pars à la renverse. Je ne sais pas l'esquive. Et quand tu me bouleverses, je vais à la renverse. Et je crois que les arrangements ont été faits au cours d'une séance de studio entre deux genres de chansons. Exactement, c'est Rein Ouahand qui a fait les arrangements de cordes dans la nuit. On est arrivé en studio. On était avec Nicolas Fiesmann, on était en Belgique. C'est quoi déjà le nom du studio ? Je me souviens plus. Bref. Et on rentre en studio et je dis à Rein, qui était là, qui jouait lui le clavier, je lui dis, mais quand même, j'aurais bien mis des cordes. Il a dit, t'aurais bien mis des cordes ? Ok. Et donc dans la nuit, il est allé écrire les cordes et le lendemain, on avait les cordes qui jouaient. Et Rein, c'est un artiste incroyable, vraiment. Norik devait être très contente. Ah bah oui, elle est contente. Mais cette chanson, quand on l'écoute, finalement, c'est un peu votre vie, Annecy, là. Oui, je pense qu'elle a été très fine et elle me connaît aussi depuis quelques années. Et elle a écrit une chanson qui est qui me parlait énormément et que j'ai pu chanter avec facilité. En fait, je crois que être un bon auteur aussi pour les chanteurs, c'est réussir à pas forcément faire un beau texte, mais faire un texte que je peux chanter en l'assumant totalement, quoi. Et là, quand j'ai découvert le texte, évidemment, c'était très simple à chanter, quoi. Voilà. Alors, La Dérive, vous l'avez connue. Vous en avez parlé d'ailleurs que lors de la seconde série de The Voice, pas dans la première. Vous êtes arrivé le crâne rasé. On vous a d'ailleurs surnommé Jeanne d'Arc, je crois, à l'époque. Oui, c'était Zazie. Et c'était un drame. C'est-à-dire que vous avez quand même reçu un coup de poignard. C'est insensé. Ouais. Bah, c'était dur parce que je venais de ce moment-là. Je venais de vivre ce moment-là. C'était aussi... enfin voilà, ça a été tout en rapport avec les maladies mentales et tout ça, et c'est quelque chose que j'essaye vraiment de défendre maintenant. J'aimerais que les gens apprennent plus sur les maladies mentales. La personne qui m'a agressée était malade, en fait, et je sors de là, et heureusement en fait que j'ai fait l'émission, parce que je pense que sinon j'aurais probablement été très déprimée. Et j'ai eu la chance, vraiment une chance incroyable de rebondir. Je crois que c'est vraiment la chance de ma vie, c'est que je rebondis chaque fois qu'il se passe quelque chose de difficile, quoi. Oui, mais ce coup de poignard, en plus, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Bah, ça aurait pu être plus grave. C'était plusieurs coups. J'ai eu de la chance. Je pense que j'ai aussi... je sais pas comment dire, quoi. Je crois que j'ai eu de la chance quelque part dans mon malheur. Ouais, vous avez été à l'hôpital, mais ça s'est arrangé. Heureusement, il n'y a plus de séquelles. Non. Mais justement, c'est arrivé avant tous ces mouvements dont on parle aujourd'hui. Oui, alors après, c'est pas exactement le même... c'est pas exactement la même... comment dire
la même définition. C'est-à-dire que c'était pas vraiment une violence voulue, c'était une bouffée délirante en fait que la personne a subi, si je peux dire. Et donc c'est ça moi que j'aime. Enfin, j'aimerais parler de ça plus souvent. J'aimerais que les gens en parlent. Il y a plein de maladies dont on est très conscient, et il y a plein de maladies qui font plus peur. Les maladies mentales, je trouve que c'est un petit peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'on a du mal à en parler, on a du mal à comprendre ce qui se passe derrière. Et ça a été surtout ça, mon combat, en fait. Ça a été de comprendre ce qui s'était réellement passé, parce que c'était quelqu'un que j'aimais, c'était mon copain à l'époque. De comprendre ce qui s'était passé, de comprendre comment j'allais pouvoir m'en remettre, de comment lui, il allait pouvoir s'en remettre, et de composer avec ça dans la vie. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, avec votre notoriété, vous voudriez aller plus loin sur ce sujet et informer les Français. J'aimerais bien, alors, informer, je ne sais pas si j'aurais la prétention d'informer les gens, parce que je pense qu'il y a énormément de choses que je ne connais pas. Mais ce que je veux dire, s'il y a quelque chose à dire, en tout cas, c'est qu'il faut vraiment prendre au sérieux les maladies mentales, et prendre au sérieux aussi leur étude, quoi. Ce serait bien qu'on en parle comme on a parlé de plein d'autres maladies qui ont été beaucoup plus, si je peux dire, mises en valeur. Là, je crois qu'il y a encore une petite peur de parler de ça, parce que le cerveau, on ne connaît pas bien, et il y a encore beaucoup de crainte par rapport à ça. Alors que c'est dommage, il faut en parler. Alors, il y a eu quand même un miracle, vous en êtes sorti. Et un autre miracle, c'est qu'on vous a proposé le rôle de Marie dans une comédie musicale sur Jésus. Exactement. Bah ça, c'est Pascal Obispo et Christophe Baratier qui m'ont proposé ce rôle-là que j'ai adoré jouer. Je ne m'attendais pas du tout ni à faire une comédie musicale, ni à vraiment faire une comédie musicale dans ce registre-là. Et je me souviens que ça m'avait fait un petit peu peur au début, parce que je me disais, est-ce que je suis capable de faire ça ? Moi, je suis pas forcément croyante, donc j'avais besoin de savoir comment j'allais pouvoir m'investir à fond là-dedans. Et en fait, ça a été vraiment une super expérience. Et j'ai eu vraiment de la chance encore une fois de me retrouver avec des chanteurs incroyables, des acteurs, des danseurs, et toute une équipe. On ne parle pas assez des équipes autour, mais les belles aventures, c'est aussi grâce aux personnes de la technique, aux personnes qui nous maquillent, aux personnes qui nous coiffent. Il y a toujours beaucoup de monde, beaucoup plus de monde que ce qu'on croit, en tout cas. Et il faut savoir aussi, vous sortiez de Broadway, et à Broadway, il y a un box-office de la période où vous avez vécu. Cats, Les Misérables, Chorus Line et Mamma Mia, c'était les comédies musicales les plus vues. Ah oui. Et puis, moi, pour le coup, j'étais très, très, très fan des comédies musicales à Broadway, et c'est encore un de mes rêves. J'espère qu'un jour, je vous le dis ici, peut-être que ça se réalisera, mais j'espère qu'un jour, j'aurai la chance de peut-être participer à une des comédies musicales à Broadway. Ce serait un rêve. Et puis, il y a aussi un autre rêve que vous avez concrétisé, c'est cette chanson. L'amour brille sous les étoiles d'une étrange lumière. Le Roi Lion. Mais quelle folie. Ça, c'est improbable. J'arrive même pas à y croire encore aujourd'hui, parce que le film était déjà sorti. C'est-à-dire que le dessin animé existait déjà, donc on le connaît par cœur, mais on peut pas imaginer qu'on va le refaire. Oui. Et je suis à l'Olympia avec François-Xavier de Maison, qui m'avait invité à chanter une chanson pour son Olympia. Et je sors de l'Olympia et je rencontre Boualem, qui est donc qui est le patron de Disney, et qui me dit, enfin de Disney, de cette organisation-là, quoi, en tout cas, et qui me dit, tu connais Nala ? Mais vraiment juste comme ça, quoi. On est à la fin de l'Olympia. Il me dit, tu connais Nala ? Et moi, je le regarde et je lui dis, je voudrais lui dire je t'aime, mais comment lui avouer ? Et je lui chante le truc de Nala. Et il me dit, bon, semaine prochaine, tu viens faire un casting. Et puis je rentre. Et je me dis, il me dit n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il me dit ? Le Roi Lion, de toute façon, c'est sorti depuis longtemps. Et en fait, je tape sur Internet et je me rends compte que je suis pas du tout au courant qu'il y a un énorme film qui est en train de se tourner sur le Roi Lion, quoi. Et voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Ah oui. Et c'était là aussi un rêve. Oh là, pour le coup, c'était un vrai rêve. C'était trop rigolo. Je connaissais tout par cœur. C'était tellement simple, quoi. Il disait, vous êtes préparé ce que vous avez à dire, préparez les chansons. J'étais là, mais il n'y a rien à préparer, on connaît tout par cœur. Voilà, il y avait le roi et la reine que vous êtes devenus. On en parle avec une autre date, le 29 octobre 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Anne Silla.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Anne Silla. On a évoqué votre parcours et on arrive au 29 octobre 2021, sortie de ce nouvel album À nos cœurs, où vous êtes en photo sur la pochette, toute sourire, embrassant le public. C'est une pochette originale ? C'est une pochette à laquelle je tiens vraiment parce que ça représente pour moi une sorte d'arrivée, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression pour une fois d'aller mieux et ça me fait du bien de partager ces sourires-là avec les gens. Alors, l'album s'appelle À nos cœurs, c'est le titre de la chanson qui ouvre cet album. Lassé de survivre au milieu de tous ces cris qui grondent, sacrifions encore quelques secondes pour nos cœurs. Quand l'espoir se vide. On sent votre bonheur à pousser la note, Anne Silla. Oui, et puis j'ai surtout eu de la chance d'être super bien entourée pour cet album. Là, c'est Olivier Schultes qui a arrangé la chanson. Il a fait aussi un énorme travail sur les cordes. Et puis, bon, je le dis souvent, mais je vais le redire, j'ai eu la chance d'être soutenue profondément par le label avec qui je travaille et d'avoir eu la chance de pouvoir proposer vraiment les chansons comme je veux les chanter, en anglais, en français, en turc parfois, parfois du jazz, parfois de la pop, et ça c'est vraiment c'est précieux. Voilà, alors c'est votre marque de fabrique, c'est-à-dire un mélange de pop et de jazz, et en théorie c'était pas possible habituellement. Disons que c'est pas possible, c'est ce qu'on croit en tout cas. On nous dit beaucoup que il faut pouvoir mettre l'album dans une case. Et est-ce que l'album va être dans la case pop ou dans la case jazz ou dans la case français, anglais, turc ? Alors que je crois que l'album, il doit être dans la case musique. Et j'ai la sensation de plus en plus de nos jours que quand on écoute de la musique de nous-mêmes, quand on est sur Apple ou Spotify et qu'on écoute des playlists, on n'écoute jamais... Enfin, en tout cas, moi, j'écoute jamais vraiment un album, les 15 titres d'un seul coup, quoi. J'écoute Francis Cabrel, 2 secondes plus tard, j'écoute Paul Simon, après j'écoute Shakira. Et donc, je me dis, presque, on pourrait avoir plus le droit de mélanger ça aussi dans un seul et même album. Oui, c'est un côté généraliste qu'on n'applique pas toujours aujourd'hui, qui remonte au passé, qui remonte à la culture musicale que vous avez. Alors finalement, avoir carte blanche, ça vous a apaisé, ça vous a aidé à travailler. Ah, ça m'a fait du bien. En fait, plus on me donne carte blanche et plus on me donne de la confiance, plus j'ai confiance aussi. Et je crois que c'est ça peut-être le secret de la confiance entre les gens, quoi. C'est que quand on nous la donne, nous aussi on peut se permettre de lâcher un peu prise. Et je crois que jusque-là, j'avais beaucoup de mal à lâcher, quoi. C'est-à-dire que j'étais dans le contrôle total, je voulais absolument tout faire. Alors là, j'ai encore évidemment eu des problèmes de confiance à gérer parce que j'ai beaucoup de mal à laisser ma musique. J'ai l'impression que c'est mon bébé et je veux pas qu'on y touche. Donc j'ai du mal quand c'est pas moi qui fais tout. Mais je commence à me calmer. Voilà. Alors, il y a eu le confinement, bien sûr. Cet album, ça vous a peut-être aidé à le préparer un peu plus, non, Anne Silla ? Cet album, alors le confinement, en fait, moi, ça m'a surtout aidé à me poser les bonnes questions. Je crois que j'avais du mal avec le métier et j'avais l'impression que j'avais du mal avec la musique. Donc, à un moment, je me suis posé la question. Je me suis dit, mince, est-ce que j'aime vraiment la musique ? En fait, je crois que c'était vraiment le métier qui me posait plus de problèmes. Et le confinement m'a vraiment apaisée d'une manière... En fait, j'avais l'impression pendant le confinement que j'ai redécouvert ce que c'était juste de composer, d'être assise au piano, d'essayer des sons. Et j'avais plus eu ce rapport-là avec la musique depuis un petit moment. Oui, parce que vous étiez sur scène tout le temps, là, pas question. J'étais sur scène, puis j'étais pas vraiment sur scène, en fait. J'attendais un petit peu qu'il se passe des choses. J'étais un peu bousculée de projet en projet, mais je savais pas vraiment ce qui me tenait à cœur. Je savais pas vraiment de quoi j'avais envie. Alors, vous avez finalement progressé dans le bonheur d'écrire et de composer. Exactement. Voilà, même si apparemment vous chantez le contraire. Et même si ça fait mal, la foutue réalité, je m'échappe du tranquillité va, je quitte notre champ de bataille. Don't apologize, I know you would mean it. Oh, what difference would it make? You'll always get your way, that's what it makes. Avec Matt Simmons, sont des retrouvailles parce que c'est un chanteur californien, je crois, oui. dont les grands-parents étaient chanteurs d'opéra et qui est star aux Pays-Bas. Je ne sais pas si vous le savez. Oui. En fait, il est star parce qu'il a fait la chanson d'une série
et qui est une série qui était très connue. Et je crois que c'était le moment où les deux héros s'embrassaient ou je sais pas quoi. Et donc du coup, il est devenu du jour au lendemain très très connu aux Pays-Bas grâce à cette chanson. Il a même été juré dans X Factor. Ah bon, je savais pas. Voilà, j'apprends des choses même sur Matt Simons. Et alors, vous l'avez connu à New York, Matt Simons? Je l'ai connu à New York il y a 10 ans. Je l'ai rencontré. Il jouait du saxophone dans un groupe pour une chanteuse que j'adore qui s'appelle Cyril Aimé. On s'est rencontrés, on a écrit des chansons ensemble. Et puis finalement, la vie a suivi son cours. Je suis rentrée en France, il a fait sa vie. Et un jour, je suis à Paris et j'entends sa chanson en radio. C'était Catch and Release à l'époque. Et je me dis, mais c'est pas possible, il en a fait son métier. Et lui, à l'époque, m'avait vu pareil sur Facebook à l'Olympia. Et il m'a dit, mais c'est pas possible, t'es chanteuse toi aussi. Et donc c'était trop rigolo. Et on s'est dit, on se retrouve pour un duo. Et comme là, cet album-là, ce nouvel album en tout cas, il me tient très à cœur et il représente pour moi une sorte de renaissance. Je me suis dit, on remet ça. Parce qu'à l'époque, vous alliez voir les spectacles ensemble, c'était vraiment un copain. Ah oui, c'était vraiment mon ami à l'époque et c'est génial parce que on s'attend pas du tout quand on est jeune et qu'on est musicien à ce que l'autre en fasse son métier, quoi. On se dit, là, on était tous les deux fous, jeunes et fous. Et en fait, non. Donc il est venu en France spécialement pour ça? Alors, pas spécialement parce qu'il a aussi beaucoup de choses en France, mais là, il est venu pour ça en tout cas. Là, il est venu pour tourner le clip. Alors, il dit, Mike Simons, que les chansons qu'il préfère écouter, ce sont celles dont les paroles ont l'air déprimantes, mais elles comportent une part de vérité et on se sent bien. Oui, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire ce qui est beau, ce qui est dur, mais ce qui est beau, c'est la tristesse, quoi. C'est la mélancolie. On est attaché à une forme de nostalgie, j'ai l'impression, et on a beaucoup plus de plaisir à écouter ça, à vivre ça, qu'à danser sur un truc très heureux. Alors, je pense qu'on peut se permettre d'être heureux et qu'il faudrait qu'on se le permette, mais c'est vrai que moi, si je devais décrire toutes mes chansons préférées, il y en aurait peut-être 10 qui sont tristes et 5 qui sont heureuses, quoi. Et d'ailleurs, je crois que vous étiez à un moment déprimé, vous avez failli arrêter le métier il y a quelques années, avant The Voice All Stars. Ça, c'était il y a un an. Oui, il y a un an, vraiment, j'étais pas bien, je comprenais pas ce que je faisais là, je ressentais plus en fait le bonheur de la musique, je ressentais la musique vraiment comme un poids, alors qu'avant, c'était ce qui me tenait, quoi, ce qui me faisait avancer. Et donc, pourquoi? Parce que je me retrouvais pas dans ce que je faisais, je ne comprenais pas non plus exactement comment ça marchait, quoi, comment le métier marchait, et j'avais la sensation que c'était beaucoup plus un devoir qui devenait très et qui me faisait du mal, quoi. Ça me faisait du mal. Il fallait que ça ressemble à ça, que les chansons ressemblent à ça, qu'on s'habille comme ça. Je rentrais dans un système un peu alors évidemment c'était un travail, mais au début ça a été très dur pour moi d'accepter que ça devenait un boulot et c'était plus juste ce que j'aime faire. Un plaisir, voilà. Ouais. Et paf, coup de fil pour The Voice All Stars. Et paf, coup de fil pour The Voice All Stars. Et là, vous avez accepté. Et là, je me dis, non, mais ils sont fous, ils vont pas refaire ça. Non, mais en plus, moi, je vais pas me remettre dans The Voice All Stars, c'est trop dangereux. Et bim. Et voilà. Et la première séance, d'ailleurs, des auditions ont été tournées avant le confinement. Ah oui, ça a été tourné 1 an avant, en fait. Et donc, c'était marrant parce qu'on prenait un risque, mais on savait du coup ce qui allait se passer 1 an plus tard. Donc, c'est pour ça qu'on a eu le temps aussi tous de préparer nos projets, de préparer nos albums. Et la chanson que vous avez choisie pour cette première, c'était pas un hasard. Je reviens te chercher. Plus riche qu'au jour passé, de tendresse et de larmes et de temps. Chanson de Gilbert Bécaud en 67. Je ne sais pas si vous le savez, mais au départ, il ne devait pas la chanter. Il l'avait écrite pour Dalida. Quand elle a tenté de se suicider, oui, on me l'a dit. Elle avait perdu l'amour de sa vie, Lujidenko, et c'était la chanson de son retour. Et finalement, elle l'a pas choisie. Et Bécaud l'a composée sur des paroles de Pierre Delanoë. J'adore cette chanson et je suis touchée qu'on m'ait laissé faire cette chanson sur une chaîne nationale. C'est-à-dire qu'il y a un côté... il faut faire des chansons qui sont très très en vogue, qui sont très écoutées. Et j'ai proposé Je reviens te chercher.
Et on m'a dit, évidemment, Anne. Et j'étais vraiment, vraiment fière de ça. Oui, parce que c'est pas l'une des chansons les plus connues de Gilbert Bécaud. Non, et puis c'est surtout pas une des chansons qu'on entend tout le temps en radio en ce moment. Et je crois que c'était vraiment... ils m'ont fait confiance là-dessus. Et je trouvais que cette chanson, c'était parfait pour ce qu'on voulait dire, même tous sur l'émission, quoi. On était tous en train d'essayer de revenir chercher quelque chose. On revenait chercher soi-même, on revenait chercher le public. Oui, et Bécaud, on vient pas souvent le chercher. Il y en a encore qui sont persuadés que l'orange, c'est le générique de Star Academy. Voyez. Alors, les semaines se passent et puis vous devenez la favorite. Je me souviens même de Bruno Dubois, le directeur de l'antenne à Sud Radio, qui me disait mais elle va gagner, c'est évident. J'ai eu vraiment de la chance de gagner et ça m'a touchée quand j'ai été favorite, mais j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Est-ce que ça va me porter bonheur ou pas? J'ai conscience d'avoir été entourée par des artistes incroyables. Je crois que c'était plus un concours d'artistes à ce niveau qu'un concours de chanteurs. Je pense que là, tout le monde avait sa place. Tout le monde aurait eu une place aussi en tant que gagnant. Je pense pas du tout que... je pense que tout le monde avait un niveau de dingue. Et ça a été une aventure vraiment incroyable dans le sens où on s'est tous rapprochés et on a tous été vraiment les uns avec les autres. Et je pense que ça se ressent dans les émissions. Ça se ressent qu'on est tous très amis. Voilà. Et l'instant où vous gagnez, on voit les larmes sur votre visage. J'ai mis longtemps en plus à comprendre, c'est-à-dire que je gagne et j'ai mis vraiment, je crois, 15-20 minutes et puis Nikos parlait à côté de moi et je me suis mise à craquer, mais vraiment, j'arrivais plus à m'arrêter, quoi. Et je disais à Nikos, faut pas qu'il me filme. Et j'étais là... Et c'était marrant, quoi. Je m'attendais pas à craquer comme ça. Je pense que c'était aussi un peu tout qui se vidait, ouais. Qui se vidait, ouais. Et d'ailleurs, il y a une chanson de cet album qui est une question que vous êtes posée à ce moment-là. C'est quoi? On a beau claquer la porte, des sanglots dans la voix, l'avenir nous apporte un cadeau à chaque fois pour qu'on s'en sorte. Une chanson avec un copain, d'ailleurs Ben Mazué, je crois, c'est ça. Alors Ben Mazué, c'est pas un ami, mais je le connais pas en fait très bien. Je l'ai rencontré une fois, mais c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est un chanteur que j'admire beaucoup et un auteur que j'admire beaucoup. Et c'est marrant parce que une des chansons qui me plaît le plus de Ben Mazué, elle s'appelle 10 ans de nous. Et c'est un petit peu le même propos, c'est-à-dire que c'est un peu malgré tout, on est là et on s'aime comme on peut en fait. Et je trouve que cette vision de l'amour est très belle. Je la préfère, je crois, à tout ce qu'on a tendance à écrire sur les petites flammes d'un jour, quoi. Et voilà, et quand on m'a proposé cette chanson-là, évidemment, je l'ai écoutée. Alors, ce qui est triste pour les gens, c'est que la version de Ben Mazué était incroyable. C'était lui à la guitare tout seul, et elle est magnifique, cette version. Et malheureusement, les gens ne l'entendront peut-être pas. Peut-être qu'un jour, j'aurai la chance de la chanter avec lui. Mais la version de Ben était très belle aussi. Et pour votre information, il a fait ses études au Conservatoire de Nice. Exactement comme Bécaud. Ah d'accord. Et on est en bientôt à l'hiver, et puis pourtant vous chantez sur cet album J'ai attendu le printemps. Ah oui. J'ai attendu le printemps, mais la fourmi a foutu le camp. J'ai remballé mes illusions, mes provisions se sont envolées. Toute seule devant le soleil couchant, l'été sera dégoûtant. Là encore un style différent. Ah oui, ça c'est le style dont je rêvais. C'est vraiment mélange entre pop, jazz et aussi un peu... je crois que j'aime beaucoup rigoler de moi et rigoler des gens, tout en restant respectueux bien sûr, mais je me suis vraiment imaginé ça pendant le confinement, quoi. Je me suis imaginé ce scénario. Je me suis dit, imaginons qu'il y ait quelqu'un et qu'elle soit tombée folle amoureuse et qu'en fait on lui ait piqué son mec pendant le confinement. Je sais pas pourquoi je me suis imaginé ça et ça m'a fait beaucoup rire d'imaginer la cigale et la fourmi. Je sais pas pourquoi je suis partie comme ça. C'était un délire total. Voilà, un travail de fourmi et dont on va encore parler d'ici le printemps, j'en suis sûr. J'espère. Merci, cet album s'appelle À nos cœurs. Merci Anne Silla, bravo pour votre victoire. Vous, et vous revenez quand vous voulez, vous êtes chez vous sur Sud Radio. Avec grand plaisir, ça me fait très plaisir, merci. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.